Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Aujourd'hui, Brassage se plonge dans l'univers du plasticien Youssouf de Kimbirila, ou Youssouf Kourouma, artiste ivoirien résident à Montréal. Un parcours d'une vie entière consacrée à l'art et à la pensée philosophique. L'empreinte spirituelle et le cachet identitaire de l'œuvre signée Quetzal, le surnom qu'il s'attribue, oiseau tropical, serpent à plumes ou monnaie guatémalienne. Merci et bonjour. J'ai dit bonjour à tous les auditeurs depuis le Canada. Et puis c'est un plaisir de participer à cette émission. Au fait, il y a beaucoup d'histoires au sujet du nom Quetzal que je porte parce qu'il dérive quand on est sur un panel comme Facebook et que tout le monde sait que Facebook c'est un miroir mais ce n'est pas une réalité. Donc on essaie de cacher son identité tutélaire. On a sali le nom de famille, le nom de tribu et le nom professionnel. Et moi, je prends le temps de classifier tout ça sur Facebook. C'est un marché au foire. Tout le monde y arrive. Et donc, je mets Quetzal pour dire que je suis libre et qu'on ne me contrôle pas et que je ne contrôle pas. Ça, c'est la première liberté que j'ai. J'ai une définition de la liberté qui s'écrit comme tout le monde. Freedom, liberté haute. Mais en même temps, j'ai une conception philosophique de la liberté que j'approprie à moi, qui n'est pas aliénable à la liberté, au consentement libertaire toute personne. Je pars du principe que je suis né africain, je suis né peut-être ivoirien, et je n'ai pas fait ce choix-là, mais j'ai le choix de m'étendre partout, parce que je suis une molécule. Et cette molécule-là, je l'étends partout. Donc moi, ma fratrie, elle n'est pas forcément de sang. Elle va aller linéairement, donc j'aurai une fratrie en Mauritanie, au Nigeria, partout, parce que je suis humain, je suis universel. Donc partant de ce préalable-là, c'est le temps qui me contrôle. C'est ça aussi ma liberté, de me laisser contrôler pour avoir plaisir des accidents que je subis. Ce qui m'a rattrapé, c'est que, étudiant en France, j'étais militant, étudiant dans un mouvement anarchiste, libertarien. Et ça m'a suivi tout le temps. Et même dans les réunions avec les Sud-Africains, j'étais toujours à l'opposé parce que je vais chercher dans le fond de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est une substance qui ne finit jamais. C'est une substance de jouissance intellectuelle qui est introduite en l'homme et que l'homme doit le chercher. Une fois que l'homme revendique la liberté, qui met ça en face, ce n'est plus une liberté, c'est un ex-voto. Donc il s'identifie, il n'est plus libre. Donc je suis dans ce courant-là qui donc, chemin faisant, eux, ils m'ont dit, écoute, tu es toujours en porte-à-faux avec ce qu'on dit. On part sur un préalable, on est d'accord, mais à la fin, tu nous pousses tellement loin que tu mets en contradiction notre liberté. Je leur dis, oui, ça c'est ma structure. Mais pour me comprendre, je vous donne la liberté de ne pas me comprendre. C'est toujours cet antagonisme entre liberté 1 et liberté 2. C'est-à-dire respecter la liberté de l'autre. Quand on voit votre travail, quand on vous écoute aussi au travers de vos discours philosophiques, vous avez ouvert une brèche entre vous et l'humain, et vous avez surtout ouvert une brèche entre l'Africain et l'Amérindien. Vous utilisez la référence de la sagesse par vos récits, une réflexion simultanée à votre pensée, donc dépouillée de tout artifice, de toute manipulation. Vous êtes dans un art à l'état brut, les origines en fait, pour tout dire. Oui, tout ça, pour résumer, moi j'ai mis ça dans la case de la thématurgie. Ça vient du fait que d'abord, je ne suis allé dans aucune institution d'art. Ça m'est apparu comme un don, ils appellent ça un don. J'en ai profité énormément. Il y a eu beaucoup de contradictions entre un père qui avait sa conception d'un fils qui devait élever, avec les archétypes que la société lui imposait. Bon, diplomate, il faudrait donc que l'enfant il suive ce cours-là. Et j'étais le mouton noir par intention, par action, et le mouton noir par volonté. C'est-à-dire que même lui, mon père, qui était structurellement dans l'archétype musulman, ça il faut comprendre, c'est son plaisir que je respecte. Et moi, j'étais complètement en porte-à-faux. On est resté en conflit comme ça, mais il a fini par comprendre. Pour revenir, pour joindre à ce que vous dites là, très tôt, je me suis dit, j'ai une mission, entre guillemets, il faudrait que je continue cette mission. 8-9 ans, je me cachais dans la chambre, je prenais les morceaux de craie, et j'ai une amie qui est une référence mondiale en cinéma, Isaac de Bancolé, avec qui j'ai été à l'école. Comment lui, il me regarde. Et je me souviens qu'une fois, il avait dit en France, quand il avait fait Black Micmac,
que c'était pas lui qui devait être là. Ce que vous dites là, tout ça regroupe dans ce qu'on appelle la thématurgie. La thématurgie, c'est un art curatif. Il est curatif physiquement, intellectuellement, moralement, et psychologiquement et philosophiquement. Maintenant, pourquoi le couplage avec les Amérindiens? Parce que je me suis retrouvé là, sur une plateforme amérindienne. Mais il y a des années en arrière, où je me suis retrouvé dans un environnement algérien où je travaillais plutôt sur le thème des Tamazighs. Justement, quand on voit votre travail, on a l'impression que vous étiez dans le mandala, dans des bleus de Prusse assombris, des verts véronèses éclaircis, des violacés, du carmin. 3 années de réflexion vous ont emmené à vous définir dans une maturité de l'art spirituel, une vision plutôt chamanique, l'utilisation du signe. En fait, c'est aussi une étude anthropologique de nos origines, de nos préoccupations existentielles. Exact. D'où on revient toujours sur le thématurgique, parce que moi, je ne suis qu'un véhicule. Oui. C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'ai du mal à me définir, même sur la plateforme internationale, en vente internationale, on a du mal à me cerner parce que je ne me définis pas. Et moi, c'est ça là. Parce qu'à partir de l'instant où on commence à vouloir définir un artiste par des archétypes, ce n'est plus pour moi un artiste, c'est un artisan. Voilà. Quand on regarde les polyformes de Picasso ou bien de Giacometti, on voit fortement que c'est l'Égypte. On sent que Picasso, il est parti en Côte d'Ivoire, qu'il a piqué complètement tout ce qu'il y a comme morphologie. Mais comme on veut nous imposer une certaine vision pour aliéner notre liberté de penser, de créer, il y a un problème. Et moi, je me mets toujours en arrière-plan parce que je ne veux pas me faire dominant ou dominer par un système. C'est pas parce que je veux révolutionner le monde, parce que je me révolutionne moi-même par rapport à la vision de l'autre personne, en refus permanent. Donc, le côté Kézal va jouer, le côté liberté va jouer. Et je l'impose de façon très chevaleresque à l'autre avec une soutenance intellectuelle, culturelle et esthétique. Vous invitez l'autre tout en le respectant et tout en exigeant aussi le respect. Tout à fait. Il y a même des anecdotes. Dans les années 80, j'ai refusé, et jusqu'à présent, je l'ai fait aussi, je refuse par exemple de vendre mes œuvres. Pourquoi? Parce que pour moi, avant que quelqu'un achète mes œuvres, je vais parcourir l'identité intellectuelle de la personne. Si elle ne comprend pas, je m'en parle. Parce que quand on regarde, comme vous dites, quand on regarde mes œuvres, ce n'est pas fait pour l'esthétique, c'est pas fait pour le mur, c'est fait pour l'esprit. Ça rencontre une histoire de l'humanité. Alors quand on n'a pas une connaissance anthropologique, même pas académique ou universitaire, mais de façon très naturelle la chose, c'est la capacité de l'être humain à comprendre les choses. C'est tout ça qui structure mon œuvre. C'est pas de leur faute. Ils comprennent pas ça, c'est leur intelligence suprême qui les amène à cette limite-là. Moi, je respecte. J'adore l'intelligence suprême, là, comment... Là, vous êtes en train de donner la définition de l'artiste proprement dit. Le vrai, l'authentique, celui qui partage et celui qui crée, celui qui se renouvelle et celui qui a des références. Exact. Parce que là, il faut partir du principe que l'œuvre d'art n'est pas un objet, c'est les rencontres avec soi-même. Une fois qu'on a compris ce bien-là, je crois qu'on a cerné l'artiste de Kibiri là. Il faut partir du principe que l'œuvre d'art, mon œuvre d'art, n'est pas un objet. Pas un élément décoratif, loin de là. Voilà. C'est une rencontre avec soi. Pour revenir du côté chamanique et thématurgique, c'est un naft, comme on dit chez nous, chez mystique soufi. C'est un naft, c'est le souffle divin. Donc, une fois qu'on s'accapare ça, on peut charmer quelqu'un, la personne peut dire non ou oui, mais on reste à la conscience de la personne. Incidentellement ou accidentellement. Et c'est ça mon œuvre. J'enfante mes œuvres. C'est un rituel entre l'esprit, le respect du divin, et en même temps l'esthétique de la création. Je fais le couplet des deux, c'est comme le métier du tisserand. La création est un cérémonial, c'est une prière. Voilà, c'est un sacerdoce qui veut me comprendre, parce que quand j'entre dans mon état, je suis complètement dans ce qu'on appelle la dimension de Rumi. Je suis un derviche au fait, sans danser. Et donc c'est tout le rituel. Quand je peins, il y a autour de moi toute cette dynamique, même la musique, même le souffle, est mouvementé. Quand on me voit peindre, c'est une chorégraphie. Je n'ai pas d'exigence, je me laisse faire, je me laisse guider. Vous partagez l'énergie de l'œuvre, c'est un aller-retour de cette énergie en fait. Exactement, parce que quand on voit le soufi, le derviche tourner, il tourne autour de l'astre. Toute sa plastique est majestueuse. Même quand on ne connaît pas exactement les codes, il y a toute cette symphonie de l'art, du corps, de l'esprit et de l'environnement. Chaque œuvre, chaque installation, chaque création est un mantra. Le Mouedi, c'est un mantra, mais en même temps, dans cette histoire de l'établissement du mantra, il y a le tantrisme.
Dire, je respecte même la texture quand je travaille. Je laisse la liberté de la texture. Je ne veux pas imposer mon énergie, par exemple, à la terre que je façonne. Je comprends, je respecte la terre. Je me dis, si elle est en face de moi, elle demande attention, cette terre-là. Donc, je pratique. C'est ce qui fait qu'au final, quand on regarde l'œuvre, il y a une certaine finesse malgré la rudesse. Et cette finesse, elle est énergétique entre le réel, le vécu. J'ai toujours des problèmes quand je fais des conférences ici. Tout le monde rentre dans cet état. Tout le monde rentre dans l'état nirvanique. Je les mets en confrontation avec le monde occidental ou le monde oriental. Qui leur disent non, il faut comprendre la façon mystique. Mais eux, il faut comprendre, eux, leur raisonnement qui est très tertiaire. Chaque œuvre nous invite à nous projeter. Voilà, je suis d'accord. Moi, je respecte ça. Je respecte ça parce que je dis, c'est le message qu'on me dit de donner. Je ne suis pas un dictateur esthéticien. Vous suggérez, oui, certes, comme tout artiste, mais vous ne donnez pas d'explication. C'est un accouchement. Voilà. Maintenant, c'est l'enfantement. Maintenant, il y a un certain plaisir en tant qu'artiste de voir naître le produit de son inspiration, de son état d'âme, et après l'autre qu'il se débrouille à se projeter, à faire une lecture. Sa lecture n'implique que lui. Oui, mais en même temps, c'est vrai que quand on arrive à ce niveau-là, il faut comprendre dans le questionnement des gens, c'est pas une ignorance, c'est une quête des savoirs. Et comme l'homme est orgueilleux, il n'est pas aussi homme dire je veux savoir. Donc il va passer par des archétypes de positionnement supérieur du genre. La technique du négativisme. Ça c'est l'être humain. Ça c'est l'être humain. Abaisser l'autre pour avoir la faveur de l'autre. Et moi, quand j'arrive à ce niveau-là, je dis je n'explique pas parce que quand vous voyez une femme, aucune femme n'est laide. La femme c'est la majestuosité. Maintenant c'est le marché qui va dire qu'elle sera une miss. Donc on donne un archétype. On définit, donc on vous implante dans votre conscience une certaine esthétique. Alors moi je suis désolé, mais quand on voit une femme arabe, une femme africaine dans son drapé, mais moi je préfère suivre cette femme-là qui a une culture permanente tous les jours. C'est pas qu'un morceau de spaghetti sur un stratampin qui se fait voir qu'on appelle Miss Univers. Ça, pour moi, ce n'est pas artistique, c'est plastique. Alors là, voilà. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, je réponds toujours aux gens en disant, lorsque vous achetez un de Kimbiri, là, par exemple, vous l'achetez pas un autre, vous octroyez une vibration intime. Vous me violez, et j'accepte, excuse-moi, mais vous entrez dans mon intimité que je vous donne. C'est comme enfanter. On n'enfante pas parce qu'on a plongé avec l'esprit, le machin. On enfante parce qu'il faut deux corps physiques qui entrent en état de conjonction. Et l'une donne, l'un donne à l'autre ce qu'il y a. Voilà. Et moi, c'est ça. C'est le rapport que j'ai entre le collectionneur et moi. Je lui ai dit, vous prenez un morceau intimiste de moi. C'est pour cette raison que je refuse de vendre mes œuvres à n'importe quelle personne. Ça ressemblerait à un morcellement. C'est un morcellement. C'est mon héritage que je donne. Brassage. Héritage substantiel. Youssouf Kourouma, de sa signature Youssouf de Kimbirila, artiste, philosophe, homme libre. La terre, l'eau, l'air, le feu, des éléments dont il connaît le secret à la manière des anciens. Sa référence, l'extase du mystique, la culture amérindienne et les racines africaines. Ifriqiya FM, la voix africaine. Nous allons classifier les éléments. Avant la terre, il y a eu l'éther, l'éthérique. Donc il y a ce qu'on appelle la lumière, le créa, qu'on appelle Dieu, Allah, Jéhovah et tout. Et ensuite, il y a eu l'éther. Au début, c'était le souffle. Nous sommes les derniers de la ligne. C'est pour cette raison que nous sommes violents. C'est pour cette raison que nous nous attaquons aux autres principes qui sont nés avant nous. Votre travail, justement, nous rapproche de la Terre, des racines, des identités. Pas des identités géographiques, ça n'a rien à voir, mais de l'identité de l'être humain en tant qu'entité humaine. Oui, c'est ça. C'est ce qui justifie notre existentialité. Parce que s'il n'y a pas de terre, il n'y a plus rien. La preuve, on retourne à la terre. Oui. Donc, toute la base de la structure, toute la base de la création est la terre. Mère, nourricière, protectrice. Et s'il n'y avait pas, effectivement, s'il n'y avait pas la terre, on aurait dit que
fallu que les terres soient. C'est ainsi qu'il y a des chanteurs Kalsoum, Michael Jackson. Eux, ils sont dans l'éther parce que c'est le son. C'est après qu'ils vont mettre le verbe là-dessus pour qu'on écoute les thématiques comme Kalsoum quand elle parle. Et donc, il y a la terre, mais en même temps, dans cette notion de la terre, il faut chaque fois inclure ou induire la volonté de l'éther. Donc, moi, je parle toujours sur ces deux principes-là. Parce que c'est tout ce qui va amener, la terre elle est là, mais l'éther va t'amener ensuite à voir la couleur, le soleil et tout. Parce que si on supprime ces deux-là, il n'y a plus rien. Hein. La preuve, quand on lance une fusée, c'est l'éther, c'est l'air qui fait partie, mais la fusée par la terre à l'air. Le son est indispensable pour donner de la vie à la terre. Oui, oui. Les vibrations. Les vibrations, voilà. Pour rester plus simple, c'est les vibrations. Tout est vibration, hein. La preuve, là, on parle, là, on est dans le monde vibratoire. Ah, tout à fait. Le son, la radio, c'est les vibrations. Voilà. Exact. Ça, c'est l'exemple type. On va revenir sur Terre. Oui, parce que ça, c'est dans votre... On va revenir sur Terre. Là, je vous pose la question, le continent africain, c'est pour quand et ça sera où? Franchement, j'ai toujours répondu, si c'est le continent africain, il faut que ce soit forcément un pays maghrébin. Oui. Pourquoi? Parce que simplement, quand je prends par exemple l'Algérie, je le dis très souvent à mes frères algériens ici, quand je regarde l'Algérie, pour moi, l'Algérie, tout petit, j'avais l'histoire de l'Algérie dans ma famille, continuellement. Oui. Mon père, il a la grande chancellerie, le président Oufou en ce temps, avec des conseillers vraiment de cette classe-là, l'Algérie, la Tunisie. Moi, mon père, il avait un ami qui était très proche de Fouet-Boigny, il est devenu mon parrain. Donc, j'avais l'Algérie déjà, et j'entendais mon père, 62, mon père était très révolté, boumdienne et tout, je connais l'Algérie. J'ai dit, voilà le pays, c'est le premier pays africain qui a le mot A. Alors, pourquoi est-ce que l'Algérie ne serait pas, pour moi, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, la tête de la locomotion? C'est vrai que politiquement, l'Algérie a déjà fait montre de sa résistance. Imaginons, et ça c'est mon rêve permanent, que l'Algérie soit la tête maintenant de l'art africain. Les plus grands, c'est pas Dakar. Le plus grand festival africain, ça doit être l'Algérie qui doit initier ça. Et je suis convaincu, parce que l'Algérie, politiquement, intellectuellement, culturellement, c'est une bibliothèque. Mais comme la colonisation veut faire perdre ça, on nous envoie toutes sortes de stéréotypes panafricains. L'Algérie, ce n'est même pas un pays panafricain. Ce n'est même pas. C'est un pays cosmogonique. C'est un pays spirituel. Il faut comprendre ça. L'Algérie est là. Nos cotations sont attribuées par l'Occident. Oui. La vision, l'exception culturelle. Et ça, c'est énervant parce que on a plus de capacités, ce qui fait que nos artistes, nos créateurs se noient dans cet exemple. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Moi, j'ai très mal de me voir ici, dans des galeries à Toronto, à Vancouver, à Ottawa, tout ça. Mais, et l'Algérie? Je suis prêt, j'espère. Je suis prêt aujourd'hui, tout de suite. Une galerie algérienne qui m'appelle, à lui envoyer mon catalogue et dit, je veux donner à l'Algérie la primeur. Ça me prend les tripes. Parce que j'ai pas l'Algérie vue selon De Gaulle. Moi, j'ai l'Algérie, moi, selon mon père. Alors pourquoi, qui suis-je aujourd'hui, de prendre, ok, le Canada m'a reconnu, beaucoup de prix, oui, d'accord, mais pourquoi ne pas donner à l'Algérie? L'Algérie me doit dans le sens où je lui donne l'amour qu'il ne peut pas me donner mon amour. Là, je brise ma liberté pour offrir ma liberté à l'Algérie. Je parle parce que ça me prend les tripes. Et cette question est allée me chercher loin. Et puis le Nigeria, mais la Côte d'Ivoire, je n'ai rien contre. Le Sénégal, je n'ai rien contre. Mais c'est encore un miroir répertorié à l'exception culturelle occidentale. Mais je me plie. Quand je vois, ils appellent ça, mais je me plie, c'est différent. Quand on va au Burkina, là, je parle pas du Burkina militaire parce que je suis antimilitariste et tout, mais je ne le juge pas. Quand on allait au Burkina dans les années de Fespaco, là, on sentait la terre, on sentait cette culture-là.
Oui, alors je pouvais exposer au Burkina. Il y a longtemps, on enlève la politique. Moi, c'est pas ça. Mais je parle de cette culturalité-là que vous l'appelez. Donc, il y a l'Algérie qui a ça, ok? Il y a le Nigeria qui a ça. Il y a le Burkina. Le Burkina dans le sens vraiment géographique, comme on dit, historique, là. Hein. Mais je ne me vois pas, franchement, c'est trop occidental au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas voir sur les cartons d'invitation incrusté coopération culturelle française. Mais attends, alors qu'on a du mal à faire entrer la culture africaine au Louvre. De quoi on parle là? Oui, je revendique que je vais le dire, pour moi c'est l'Algérie. Ce n'est même pas parce que je suis sur un panel de radio, on va dire c'est l'Algérie, ça a été toujours l'Algérie. Et peut-être que mes fins de vie iront là-bas. Je suis prêt. Je vais finir ça parce que l'Algérie, au fait, c'est une terre humble. C'est une terre humble quand on voit Alger. C'est une terre qui est comme la Grèce, tu vois. Mais en même temps, c'est une terre humble. L'Algérien est franc. Ça, il est caucasien, mais il est franc. Point barre. Voilà, c'est comme ça. Quand on voit même le drapeau, ça interpelle une franchise. C'est direct. Et en plus, un Algérien passerait qu'on ne le voit, il ne transparaît pas. Mais c'est son intelligence. C'est la soutenance de sa thèse existentielle, là, sur le moment-là, qui fait savoir qu'il est algérien. Il dira qu'il est algérien à la fin, mais pas au début. Il ne s'identifiera pas, mais il va se concorder à ce qu'il dit. Je crois que j'ai fini avec de façon très poétique, là. Merci beaucoup pour ce brassage. Merci Youssouf Kourouma. En Algérie, on m'appelle Youssouf Kourouma parce que c'est chez moi. Maintenant, tout le reste, et sur le côté Marseille, ça va être Kimbiri là pour la signature. Mais non, là, ça me convient. Ça me convient avec joie et avec gratitude aussi. Merci, avec toute notre gratitude aussi. C'est un échange des cœurs d'abord et c'est un échange d'énergie. Ça a été un très beau brassage que de vous avoir parmi nous et avec nous aujourd'hui. Youssouf Kourouma, bientôt à Alger. L'invitation est lancée, certainement, peut-être dans une galerie et dans les familles aussi. Merci Youssouf, merci. Merci à tout le monde et merci à ma famille en Algérie, merci au monde, à l'univers et merci à Dieu. Merci aussi aux techniciens, merci aux ondes et merci à toutes les vibrations. Comme on dit chez nous, assalamu alaikum. Merci, que la paix règne sur nous. Merci. Voilà, c'était Brassage en compagnie de Youssouf Kourouma, plasticien, philosophe, artiste mystique. Aujourd'hui, de belles ondes humaines se sont mêlées aux ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine.